Le 5 juin 1981, un premier article apparaît dans une revue scientifique américaine à propos d'une infection pulmonaire encore inconnue qui touche des personnes homosexuelles. La même année, en septembre, un premier comité scientifique américain publie un rapport sur ce même virus en spécifiant la sexualité de ceux qui en sont porteurs. Cette fois-ci, en France, c'est un hebdomadaire spécialisé sur la communauté homosexuelle qui publie pour la première fois un article à titre informationnel sur cette infection encore inconnue qui touche la communauté. C'est un premier acte de prévention et d'alerte. Donc, presque un an après les premières parutions scientifiques, les médias français s'emparent du sujet en employant un ton plutôt inquiétant. Par exemple, vous avez un article de Libération qui titre en janvier 1982 « Mystérieux cancer chez les homosexuels américains ». Un deuxième article du Monde cette fois qui publie le 27 janvier 1982, donc un article intitulé « Une mystérieuse épidémie aux États-Unis ». Et c'est dès 1983 que les journaux télévisés s'emparent de ce qu'on appelle alors le sida. Aux États-Unis, on n'en finit plus de parler du sida, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. J'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang, c'est très grave. En Californie, où l'on interdit dans les écoles les cours de respiration artificielle. Lynn Renault décide de créer l'association des artistes contre le sida. Chez les politiques, son ami Jacques Chirac est le seul à répondre à son appel. Ensemble, ils organisent des galas, collectent des fonds. En 1987, Jacques Chirac, Premier ministre et maire de Paris, reçoit Madonna à l'hôtel de ville pour un don exceptionnel. Quels sont les modes préférentiels, si j'ose dire, de contagion de la maladie? Eh bien, ayons le courage de le dire ici. C'est d'une part la sodomie à 80%, c'est d'autre part l'usage de la drogue à 17%. Mobilisation côté privé. Un énorme travail est fait actuellement par les associations comme l'Arcade Sida pour collecter des fonds pour la recherche et venir en aide aux malades. Mobilisation aussi côté public. Michel Barzac lance une deuxième campagne d'information avec un nouveau spot télévision pour les jeunes. Ça peut être dangereux. Une seule fois suffit pour être contaminé. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux, le préservatif. Il ne passera pas par nous. À Montréal, le coup d'envoi de la 5e conférence internationale sur le sida a été donné en fin d'après-midi. Une manifestation organisée par le mouvement gay nord-américain a retardé de plus d'1 heure l'ouverture officielle de la plus importante conférence scientifique sur le sida. On souhaite rappeler qu'il ne faut pas rester de marbre face au sida, c'est-à-dire de ne pas considérer que le sida est une affaire réglée et qu'il est plus que jamais temps de se mobiliser parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a les moyens de contrer l'épidémie, voire de l'éradiquer à l'horizon de quelques décennies. SIDAction, c'est 20 ans de lutte, 20 ans de mobilisation, 20 ans de solidarité. Mais les préjugés persistent. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, où en est l'état du sida aujourd'hui? Eh bien, nous, on n'est pas concernés par ça. Je pense que ça stagne. J'espère qu'il y a moins, de fait qu'il y a plus d'informations. Il y a eu une grande avancée au niveau des soins, presque avec une certaine inconscience, se dire que c'est pratiquement plus une maladie. Cette courte rétrospective, comme on vient de voir, témoigne de l'évolution de la manière de communiquer sur une maladie qui véhicule encore aujourd'hui de très grandes idées reçues. L'exemple du sida est intéressant sur plusieurs points. D'abord, il exprime la difficulté de communiquer sur une maladie dont on ne connaît pas grand-chose et qui provoque une grande sidération dans le monde entier. Le cas du sida témoigne aussi du fait d'une politisation de la maladie. C'est un objet qui devient politique au sens fort du mot. Dans les années 90, cette nouvelle maladie est plus particulière et encore plus particulière parce qu'elle touche à la sphère de l'intime, ce qui désempare les pouvoirs publics. C'est alors aux associations qu'on s'adresse pour qu'on puisse avoir un dialogue, en plus du dialogue scientifique.
Cette absence de savoir est cependant un fossé qui pose problème parce qu'on a un dialogue qui est conflictuel entre la société civile et les scientifiques, alors qu'on voudrait principalement aboutir à des campagnes de prévention réalistes et efficaces auprès du grand public. Donc, l'apparition du sida dans les années 80, elle bouleverse la communication et les stratégies de prévention. Et la question du langage, c'est aussi une question fondamentale parce qu'elle s'inscrit dans la continuité de la politisation du sida. La prévention amène à traiter un sujet délicat qui touche à l'intime et à traiter sans détour des questions jugées scabreuses par certains. Donc la tonalité, elle est claire, elle est directe, elle est didactique et elle va attaquer de front les thèmes sensibles. Alors, en prenant l'exemple du sida comme point d'entrée de notre réflexion, nous souhaitons mettre en lumière les enjeux de la communication scientifique qui diffuse les problématiques et les résultats de la recherche scientifique, soit en direction des pairs, donc les scientifiques eux-mêmes, soit en direction du grand public. On parlera alors de médiation ou de vulgarisation scientifique. Elle est portée par de très nombreux acteurs, dont les scientifiques, les journalistes, les professionnels de la communication scientifique ou non, mais aussi, on l'a vu, la société civile. Dans le cas du sida, les associations sont très actives. Elle prend différentes formes, cette communication scientifique, ouvrages, articles, communiqués, colloques, comme c'est le cas aujourd'hui, congrès, posters, infographies. En somme, parler des sciences et de la société apparaît très abstrait, comme on l'a dit plus tôt. Elles sont présentées comme deux entités séparées, placées l'une en face de l'autre et qui se regardent en chien de faïence. D'un côté, les sciences, dures ou molles, qui construisent le savoir, et de l'autre, la société, qui réunit les pouvoirs publics et les citoyens, et au centre, le communicant, truchement du scientifique qui viendrait traduire au vulgaire le jargon des hommes de science. Avant d'entamer les débats, plus tard dans la journée, il nous faut nous interroger sur les biens fondés de la communication scientifique pour asseoir sa légitimité. Pourquoi est-il si important de communiquer sur les sciences et pourquoi est-ce qu'on va le faire aujourd'hui ? La communication scientifique a bien sûr un objet pratique, celui de prévenir et de protéger les populations, comme nous l'avons vu à travers l'exemple du sida. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un enjeu politique et démocratique, parce que la communication scientifique favorise l'accès à la connaissance, donc un bien commun que le public doit s'approprier. Et par ce biais, il va gagner en autonomie. Le citoyen va s'émanciper par le savoir et il peut ainsi retrouver son pouvoir d'agir, participer au débat public. Donc finalement, la communication scientifique répond à un idéal d'égalité et de liberté. Et il est intéressant de constater que dans le cadre de la crise Covid, ces deux objectifs, donc d'un côté préventif, sanitaire et de l'autre démocratique, sont entrés en tension en raison d'une communication d'abord fondée sur l'injonction. Donc les crises, elles intensifient et elles mettent en lumière la fracture entre les sciences et la société qui ne date pas d'hier. De Galilée au réchauffement climatique, en passant par les dangers liés au tabagisme, la consommation excessive d'alcool, de drogue, la vaccination contre la grippe, la vache folle, le nucléaire, Tchernobyl, les OGM, la crise Covid, bien sûr, ou encore le sida. Tous ces cas de communication scientifique ont conduit à des malentendus et à de l'incommunication. Alors, comment communiquer sur une connaissance qui est en train de se faire ? Il n'y a pas à proprement parler de vérité scientifique, mais simplement un savoir qui, à un moment donné, a une certaine valeur de vérité, une vraisemblance. Pour exemple, dans les années 80, on s'adresse principalement aux communautés marginalisées quand on parle du sida, alors que 10 ans plus tard, on s'adresse à l'ensemble de la population. On parle dans les années 80 d'un cancer gay, de pneumonie d'homme gay et beaucoup plus tard de syndrome d'immunodéficience. De plus, il arrive que certaines paroles scientifiques ne s'accordent pas, ce qui crée de la confusion auprès de tous les publics. Donc, comment communiquer à partir d'hypothèses, de conjonctures qui du reste peuvent créer un désaccord au sein de la communauté scientifique ? Il est nécessaire de communiquer sur les nouvelles connaissances au grand public par souci démocratique et sanitaire. Les rapports conflictuels au sein de la communauté scientifique s'étendent alors à la sphère politique et journalistique. En effet, la politique informe la population sur les risques d'une maladie, son ton est celui de l'urgence. La population se fait pressante et attend des réponses claires. De la même façon, le temps médiatique est un temps extrêmement court lui aussi, car il communique sur un instant T, le présent. Ces temps courts se heurtent alors au temps de la science, qui est un temps beaucoup plus long. Le temps de la perception du message scientifique diffère aussi de celui du temps de diffusion, ou du moment où le message est adopté par le public. Ce décalage entre la parole scientifique
et la perception cognitive d'une communication scientifique est donc un obstacle à garder en tête. Alors, comment conjuguer ces différentes temporalités? Donc, nous l'avons vu encore durant la crise Covid, le décalage entre le temps médiatique, le temps politique et le temps scientifique a conduit au rejet et au scepticisme d'une grande partie de la population qui s'est sentie soumise à des injonctions contradictoires. Et c'est aussi l'un des enjeux fondamentaux de la communication scientifique parce que dans un contexte où les canaux de communication sont de plus en plus nombreux, où l'information circule à une vitesse éclair, pour le meilleur et pour le pire, notamment sur les réseaux sociaux, justement, des actions de communication toxiques peuvent réussir à brouiller les frontières entre science et opinion. C'est pourquoi il est important de communiquer scientifiquement à destination du grand public pour répondre aux marchands de doute. Alors, qui doit communiquer? Les scientifiques sont réputés pour être de mauvais communicants, alors que ce sont eux qui sont les mieux placés pour communiquer sur les sciences. Pourtant, la parole est souvent déléguée à un tiers, comme le journaliste spécialisé ou non, dans la vulgarisation scientifique. Dans le cas du sida, c'est aux sociétés civiles qu'on s'en remet. Elles se chargent de reléguer l'information au nom des malades. C'est ainsi que des associations comme ACT UP ou AIDS parviennent à informer et à sensibiliser sur le virus. Elles ont cependant des approches différentes. On voit ici les slogans plutôt choc d'ACT UP, alors que AIDS fait preuve de plus de pédagogie. Alors, les rapports entre les scientifiques, les journalistes ou les vulgarisateurs et les parties civiles peuvent être difficiles et elles ne sont pas homogènes. Quelle est donc la légitimité de celui qui véhicule la parole scientifique? L'objectif du communicant scientifique est avant tout de rendre accessible une parole dont la technicité peut en perdre quelques-uns. Par exemple, ici pour le Times, une couverture de novembre 1986, on illustre ici l'objectif de pédagogie. On veut communiquer sur la recherche du sida, mais le contenu n'est pas forcément compréhensible pour tous. Le communicant scientifique doit donc posséder un savoir, une connaissance de démarche scientifique et une habilité pour la transmission des savoirs. Donc, un nouveau problème apparaît, c'est la vulgarisation. La vulgarisation scientifique ne conduit-elle pas néanmoins à un appauvrissement du savoir, à sa déformation et à une infantilisation du public? Donc, on touche à la question fondamentale du langage et de la connaissance des cibles, qui répond là encore à un enjeu démocratique. Le communicant doit réussir cette noble tâche de s'adresser à des publics dont le capital social et culturel est très inégalement distribué. Donc, la responsabilité du communicant n'est-elle pas de donner des clés de lecture en faisant œuvre de pédagogie pour infuser une culture scientifique dans la société? Quelles formes doivent alors prendre ces actions de communication? Technique narrative, communication horizontale, finalement revenir à l'essence même de ce qu'est la communication, c'est-à-dire l'écoute, le débat, le partage de connaissances. Tout ça, ce sont des pistes à explorer pour renforcer le sens que prend la communication scientifique auprès du grand public. Donc finalement, comment construire cette réflexion sur la communication scientifique et allons plus loin, comment construire une éthique de la communication scientifique qui permette la réconciliation des sciences et de la société, la diffusion du savoir et l'émancipation des citoyens. Face à tous ces problèmes, nous choisissons aujourd'hui de vous présenter différents discours et de vous proposer des différents ateliers pour pouvoir mettre en lumière les réponses possibles face à ces questions-ci et ainsi construire une réflexion sur la communication scientifique. Nous avons donc un programme plutôt chargé et une journée qui s'annonce riche en échanges. Juste après nous allons avoir l'occasion d'écouter deux étudiantes du master, Sarah Bendia et Liam Cohen, sur les parlers scientifiques, ainsi qu'Isabelle Drouet, maître de conférence en philosophie et responsable du master Humanité biomédicale. Par la suite, à 10h40, nous allons avoir un entretien mené par Amel Dupont et Sophie Ducreux, étudiantes du master, sur la question de la place de la communication scientifique dans le débat public, avec l'intervention de Karine Delrieux, directrice de la communication à l'INSERM. Ensuite, à 11h15, nous assisterons à une table ronde animée par Jisoo Kyong et Nicole Vassena sur la communication scientifique et le possible dialogue cassé entre science et société. Nous aurons ici l'occasion d'écouter Vincent Israël-Jost, chercheur en épistémologie au CESP de l'INSERM et Paris-Saclay, aussi membre de l'Espace éthique de France, ainsi que Karine Belmuth-Labouze, maîtresse de conférences en biochimie et bioéthique à l'Université Paris-Saclay et au CESP, ainsi que Jérôme Santolini, chercheur en sciences du vivant et responsable du laboratoire Stress Occident
et détoxication au CEA Saclay et administrateur de sciences citoyennes. Donc après la pause déjeuner, à 14h, Sébastien Claes, responsable du débat public à l'espace éthique Île-de-France et responsable du master conseil éditorial, reviendra sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 et posera la question d'une communication impossible. Ensuite, de 14h30 à 17h, nous vous proposons une série d'ateliers avec des études de cas et des conseils de professionnels. Donc, un premier atelier à 14h30 sur comment communiquer sur la recherche à l'université. Interviendront David Even, directeur de la communication à Sorbonne Université, Simon Nataf, responsable communication de la faculté des lettres Sorbonne Université, et Laura Moscarelli, chercheuse associée à Aix-Marseille Université et directrice de programme au Collège international de philosophie de Paris. Et cet atelier sera animé par nos collègues du Master Conseil éditorial, Clémence Dely et Maëlle Gastinger. À 15h15, second atelier, comment créer un espace de débat sur les sciences. Interviendront Aude Laprand, déléguée générale chez Sciences Citoyennes, Amine Benadjal de l'association Connectome in Science et Camille Volovitch, coordinatrice de Jouer à débattre dans l'association L'Arbre des connaissances. Cet atelier sera animé par nos confrères étudiants du Master Conseil éditorial, Anaëlle Vallée et Julie Poncin. Enfin, à 16h, cerise sur le gâteau, nous vous proposerons un format sur science et fiction, comment raconter la science, où interviendront Antoine Daher, auteur et journaliste, et Marcus Dupont-Bénard, journaliste. Cet atelier sera animé par Simon Veil et Julie Poncin, étudiants du Master Conseil éditorial. Enfin, à 16h45, Sébastien Claes conclura cette belle journée. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci pour cette belle présentation qui nous montre des enjeux qui commencent à distinguer entre la communication scientifique, la vulgarisation, la médiation, voilà, et qui conclut sur cette notion d'écoute et de débat, voilà, et sur cette idée que la communication scientifique, elle ne va pas de soi, elle peut se faire selon différentes formes. Il y a une réflexion nécessaire sur la manière de faire de la communication scientifique en fonction du contexte, en fonction de ses objectifs. Et ça me semble très important puisque c'est une notion qui a été soulignée par le COMEX, par le comité d'éthique du CNRS pendant la crise sanitaire. C'est une notion qui a été également soulignée par le comité scientifique et qui a été présidé par le professeur Jean-François Delfrécy. Et c'est une notion qui avait été travaillée par l'OMS avant la crise sanitaire dans un rapport qui se nommait « Communication en période de crise humanitaire ». Donc, on voit ici que la science devient une forme, enfin, la production scientifique se lie avec une forme d'action politique à travers la communication qu'on peut en faire. Parce que la science, elle peut avoir des objectifs en termes de santé publique et elle peut avoir aussi des objectifs en période de crise humanitaire. Vous avez parlé, par exemple, des centrales nucléaires de Tchernobyl, hein, donc ça peut être plus large qu'une épidémie comme on l'a vécu avec le Covid-19. Donc, on voit ici qu'il y a cette importance de la communication scientifique en période de crise, mais on pourrait aussi étendre cette communication scientifique à d'autres objets. Je pense qu'on le fera avec Jérôme Santolini, notamment, et Sciences citoyennes, sur la communication sur les grands objets de recherche contemporains, sur leurs objectifs, sur leurs finalités, sur les risques. On a travaillé avec l'Espace éthique Île-de-France sur un débat public autour de l'édition du génome, par exemple. Voilà, comment ces techniques d'édition du génome vont bouleverser et bouleversent déjà la recherche scientifique, mais aussi l'appréhension qu'on peut avoir vis-à-vis de notre corps, des questions d'égalité vis-à-vis des soins, des questions qui peuvent relever de la différence entre la médecine et l'anthropotechnie, c'est-à-dire la modification des corps sans critères médical prédominants. Donc, à voir. Effectivement, on peut parler de la crise, mais on peut parler au-delà aussi de l'information des citoyens quant aux recherches qui sont menées, et peut-être même de l'action des citoyens
sur ses recherches à travers les sciences participatives, par exemple. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, merci beaucoup pour votre intervention. Et à présent, je laisse la parole à Sarah Bendia et Liam Cohen sur les parlers scientifiques. Et cette intervention sera suivie de quelques mots d'Isabelle Drouet sur cette question des parlers scientifiques. Voilà. Comment on s'exprime en tant que scientifique et comment science et littérature peuvent faire bon ménage ou pas. C'est ce que vont nous expliquer Sarah et Liam à présent. Je vous laisse la parole.